Sur 380 opérateurs de lance-flammes déployés sur Iwo Jima, seuls 18 sont sortis vivants de l'île. Ils avaient une espérance de vie de seulement 4 minutes sur le champ de bataille, mais ils étaient décrits comme la meilleure et en même temps la pire arme dont disposaient les Marines américains là-bas. Mais leur histoire est bien plus horrifiante qu'il n'y paraît. Et maintenant vous allez voir pourquoi. Quand les gens parlent de la guerre du Pacifique, ils mentionnent généralement des endroits comme Guadalcanal ou Okinawa. Mais Iwo Jima était un tout autre type de combat. L'île elle-même ne fait qu'environ 21 km², posée au milieu du Pacifique entre les Mariannes et le Japon continental. Mais en 1945, ce petit bout de roche volcanique est devenu l'un des terrains les plus précieux de toute la guerre. Les Américains la voulaient, en raison de sa position. Les bombardiers B-29 effectuaient des missions depuis les Mariannes pour frapper des cibles au Japon, mais la route passait juste au-dessus d'Iwo Jima. Cela signifiait que les radars et les chasseurs japonais basés là-bas pouvaient les repérer et les intercepter. Plus important encore, si les États-Unis prenaient l'île, ils pourraient l'utiliser comme base avancée pour les escortes de chasseurs, les atterrissages d'urgence et pour lancer des missions de bombardement plus courtes avec des charges utiles plus lourdes. Les Japonais, bien sûr, savaient tout cela. Ils n'avaient aucune illusion sur l'importance d'Iwo Jima, et ils s'attendaient pleinement à une invasion américaine. Mais au lieu de l'affronter de front sur la plage comme ils l'avaient fait sur d'autres îles, ils décidèrent d'aborder celle-ci différemment. Ils étudièrent les batailles précédentes, Tarawa, Saipan, Peleliu, et ils apprirent que les défenses de surface ne fonctionnaient pas. L'artillerie navale et les frappes aériennes en détruiraient une grande partie avant même que la première vague de troupes n'atteigne la plage. Alors cette fois, ils s'enfouirent sous terre. Le général Kuribayashi était chargé de la défense. C'était un officier expérimenté qui comprenait parfaitement la situation. Il savait qu'il n'allait pas gagner. Il ne s'attendait même pas à survivre. Mais son objectif était de faire payer chaque centimètre de terrain aux Américains et de retarder leur avancée vers le Japon. Il estimait que plus longtemps Iwo Jima tiendrait, plus le Japon aurait de temps pour se préparer à l'inévitable invasion des îles principales. Les renseignements américains estimaient qu'il n'y avait pas plus de 13 000 défenseurs japonais sur Iwo Jima. Cependant, ils sous-estimèrent ce nombre de presque 10 000. Et pour aggraver les choses, la quasi-totalité d'entre eux étaient retranchés. Plus de 18 km de tunnels avaient été creusés dans la roche volcanique tendre de l'île, ce qui rendait l'excavation relativement rapide. Ils construisirent des bunkers, des casemates, des nids de mitrailleuses, des positions d'artillerie et des zones de stockage, le tout relié par des passages souterrains. Kuribayashi avait également fait mesurer chaque centimètre de l'île à l'avance. Les positions d'artillerie étaient déjà réglées sur les plages de débarquement probables et les positions stratégiques. Les champs de tir étaient disposés de manière à se chevaucher et se couvrir mutuellement. Il n'y avait pas de ligne de front au sens traditionnel, juste un réseau de positions qui pouvaient se soutenir les unes les autres sous différents angles avec des voies de repli souterraines. Quand les États-Unis lancèrent finalement l'invasion le 19 février 1945, ils firent ce qu'ils faisaient toujours. L'opération commença par des jours de bombardements intensifs et de frappes aériennes. Les cuirassés et les croiseurs pilonnèrent l'île avec tout ce qu'ils avaient. Au moment où la première vague de Marines débarqua, toute la côte semblait avoir été complètement rasée. Mais presque rien n'avait réellement été détruit. Lorsque la première vague de Marines toucha le rivage, ils se retrouvèrent à patauger dans des cendres volcaniques meubles, essentiellement une épaisse couche de sable noir. Cela engloutissait les bottes, immobilisait les véhicules et rendait presque impossible de creuser pour se mettre à couvert. Cependant, alors que les vagues de Marines débarquaient sur les plages pendant près d'une heure, tout était calme. Pas de coups de feu, pas de résistance. Les Marines essayaient de s'organiser et de remonter la pente vers l'intérieur des terres. Mais alors, juste au moment où la plage était bondée d'hommes, Kuribayashi donna l'ordre. D'un seul coup, mitrailleuses, mortiers et artillerie préréglée ouvrirent un feu d'une précision meurtrière. Le résultat fut dévastateur. Les Marines furent touchés par grappes, entassés sur les plages sans aucun abri. Ils subirent des pertes considérables, mais d'une manière ou d'une autre, au cours des heures suivantes, les Marines progressèrent vers l'intérieur centimètre par centimètre, subissant de lourdes pertes tout du long.
Et c'est à ce moment-là qu'ils commencèrent à réaliser à quel point la situation était vraiment grave, alors qu'ils commençaient à comprendre le labyrinthe défensif qui les entourait. Les bunkers étaient nettoyés à la grenade et aux charges de démolition, mais une seule arme pouvait plus ou moins faire le travail efficacement. C'est alors que le lance-flamme entra en jeu. Voyez-vous, chaque fois qu'ils pensaient avoir nettoyé une position avec des explosifs, les marines avançaient et les soldats japonais réapparaissaient et ouvraient le feu par derrière. Ils utilisaient le réseau de tunnels pour passer sous les Marines et ressurgir dans des zones qui étaient censées être déjà sécurisées. Les pertes s'accumulaient rapidement et les combats étaient tout simplement chaotiques, sans ligne claire. Le plus gros problème auquel les Marines se heurtaient encore et encore étaient les casemates. C'étaient des fortifications en béton renforcé avec des mitrailleuses, de petites meurtrières et des champs de tir croisés, positionnés de manière à se protéger mutuellement sous différents angles. Certaines étaient si bien camouflées qu'on pouvait passer juste à côté sans s'en rendre compte. Du moins, pas avant qu'elles n'ouvrent le feu. Alors pour les neutraliser efficacement, les Marines devaient ramper ou se précipiter sous le feu et soit lancer des grenades, soit des charges de démolition à l'intérieur. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. D'abord, il fallait survivre assez longtemps pour ne serait-ce qu'atteindre la casemate. Ensuite, il fallait trouver une ouverture qui n'était pas couverte par des tirs. Et même si on réussissait à y lancer une grenade, beaucoup de ces casemates étaient construites en forme de zigzag, de sorte que le souffle n'atteignait pas tout l'intérieur. Donc, en faire exploser une ne signifiait pas toujours que le travail était terminé. Alors, le lance-flamme devint l'une des seules armes capables de les neutraliser efficacement, mais cela avait aussi un prix très lourd. Pour comprendre pourquoi utiliser un lance-flamme sur Iwo Jima était un tel cauchemar, nous devons examiner comment il fonctionnait réellement. Le M2 était le lance-flamme standard utilisé par les Marines américains pendant la Seconde Guerre mondiale et même après. Il avait 2 grands réservoirs remplis d'essence épaissie et un plus petit réservoir central d'azote comprimé pour propulser le carburant. Relié à ceci se trouvait un long tube métallique avec un système d'allumage électrique ou au phosphore blanc à l'extrémité pour enflammer le carburant. Mais voilà le problème, votre portée effective n'était que d'environ 18 mètres et un réservoir plein vous donnait environ 7 secondes de feu au total. Cela signifiait de courtes rafales contrôlées d'1 ou 2 secondes à la fois et ensuite c'était fini. Il fallait réussir à s'approcher de la casemate à portée de grenade et utiliser vos 7 secondes de feu du mieux possible. Puis, une fois à vide, il fallait retourner en lieu sûr. Or, une fois que tout le front avait vu votre jet de flamme brillant et bruyant, les défenseurs japonais savaient exactement ce qu'un lance-flamme leur ferait s'ils le laissaient s'approcher. Alors, dès qu'ils repéraient un marine avec le distinctif énorme sac à dos à 3 réservoirs avançant vers eux, ils lui accordaient toute leur attention avec toutes les armes dont ils disposaient. Le reste de l'escouade essayait de supprimer l'ennemi avec des tirs de fusil et de mitrailleuses pour maintenir l'opérateur du lance-flamme en vie assez longtemps pour qu'il arrive à portée. Mais avec 32 kilos d'équipement sur le dos et des défenses bien construites, c'était tout sauf une chose facile à faire. Être capturé vivant était peut-être une peur plus grande que d'être abattu. En raison de la nature de cette arme, qui ôtait la vie de la manière probablement la plus atroce qui soit, les opérateurs de lance-flammes n'étaient pas traités comme des prisonniers ordinaires. L'exécution sur place, en cas de capture, était peut-être la meilleure option qu'on pouvait espérer. Mais habituellement, c'était quelque chose de différent, beaucoup plus long et considérablement plus douloureux. Il y a une histoire d'Iwo Jima, où un lance-flamme a fait long feu alors que le marine approchait de l'entrée d'une grotte. 2 soldats japonais se sont précipités dehors, l'ont attrapé et l'ont tiré dans la grotte. Le reste de son escouade pouvait l'entendre depuis cette grotte pendant 2 jours entiers, incapable de l'aider, ou au moins de mettre fin à sa souffrance. Et on ne peut qu'imaginer ce qui lui arrivait. Donc tout avec cette arme était terrible à tellement de niveaux. Du danger extrême de l'arme elle-même, car un vent soudain ou un dysfonctionnement pouvait la retourner contre son opérateur plutôt que contre l'ennemi, jusqu'au psychisme des opérateurs survivants, qui devaient vivre le reste de leur vie avec ce qu'ils avaient fait. À cette distance, on voyait, entendait et sentait pratiquement les conséquences et les effets de son arme sur les soldats ennemis. En faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur des photos et des vidéos sur Internet montrant les conséquences des lance-flammes sur Iwo Jima.
Et si vous avez l'estomac bien accroché, vous pourriez les trouver pour voir de quoi je parle, bien que je le déconseille fortement. Parfois, les opérateurs utilisaient une tactique appelée rafale humide. Ils tiraient quelques coups rapides sans utiliser l'allumeur, imbibant essentiellement la cible de carburant. Puis ils enchaînaient avec une rafale enflammée pour tout embraser d'un coup. Cela augmentait les chances de neutraliser complètement le bunker sans que personne ne revienne plus tard. Dans un espace confiné, le jet de flamme faisait immédiatement monter les températures à plus de 1000 degrés Celsius et consumait tout l'oxygène. Donc même si les soldats à l'intérieur n'étaient pas directement touchés par le feu, ils avaient très peu de chances de survivre. Regarder un lance-flamme tiré en vidéo ne donne en rien l'impression réelle de la violence et du bruit que cela produit. Même les opérateurs étaient entraînés à prendre une longue et profonde inspiration avant de tirer, car ils ne pouvaient pas respirer pendant le tir. Mais même avec tous ces risques, les lance-flammes étaient l'un des seuls outils qui fonctionnaient réellement sur Iwo Jima. Pourtant, avec des taux de perte aussi élevés, les Marines avaient besoin de quelque chose qui pouvait transporter cette arme au combat, avec un peu plus de protection et plus de capacité. C'est alors qu'ils firent intervenir les chars. Il s'agissait de chars lance-flammes Sherman modifiés M4A3R3. Au lieu d'un canon principal, ils étaient équipés d'un système de lance-flammes. Ils ressemblaient à des Sherman ordinaires de l'extérieur, jusqu'à ce qu'ils tirent. Ils transportaient désormais environ 1136 litres de carburant épaissi et pouvaient projeter des flammes 3 fois plus loin que le M2, jusqu'à environ 91 mètres. Ces chars lance-flammes opéraient en coordination avec l'infanterie et les chars classiques. Mais tout comme avec les lance-flammes portatifs, une fois qu'ils ouvraient le feu, tout le front se concentrait sur eux, et transporter des centaines de litres de carburant à l'intérieur d'une boîte en métal n'était pas ce que les tankistes trouvaient passionnant à faire, comme s'ils n'avaient pas déjà assez de risques. Cependant, les chars lance-flammes étaient définitivement l'arme la plus efficace sur Iwo Jima et jouèrent un rôle majeur dans la prise de l'île. Si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, aidez-nous en vous abonnant.